Tout est politique, bonjour à tous, soyez les bienvenus. Notre invitée cette semaine, c'est Michèle Alliot-Marie, députée européenne pour l'UMP et surtout ancienne ministre de l'Intérieur et de la Défense, entre autres. Mais tout d'abord, le Proche-Orient. Bonjour Christian Mallard. Bonjour. Le discret Mahmoud Abbas tape du poing sur la table, il est déchaîné. Il est déchaîné, il se radicalise pour mieux exister par rapport au Hamas, qui est toujours dans la bande de Gaza. En France, Nicolas Sarkozy, saison 2. Michael Darmon, bonjour. Bonjour. Un retour à la lumière en demi-teinte. Oui, c'est un peu comme Rocky 2, c'est-à-dire on n'est pas certain qu'on va gagner, mais on est certain de vouloir rester sur le ring et de revenir. Tout est politique tout de suite, Nicolas Sarkozy, et un retour pas si évident. La dernière fois qu'on l'avait vu sur scène, c'était au soir de sa défaite, le 6 mai 2012. Le retour de Nicolas Sarkozy dans la vie politique, c'était à Lambersart, dans la banlieue de Lille, Mickaël. Oui, effectivement, et l'ancien président qui avait déjà fait sa déclaration à la télévision retrouvait donc oui. la tribune, retrouvait les militants, retrouvait ce plaisir des meetings, 4000 militants. Certains diront c'est pas non plus énorme, enfin c'était une manière de vouloir revenir précisément sur le territoire du Nord très touché par l'économie, du côté de chez Martine Aubry, du côté de chez Jean-Louis Borloo. Bref, dans cette terre qui dit beaucoup de choses pour l'UMP. Et puis, tout d'un coup, il y a eu la grande déclaration. En fait, il est converti au maoïsme. Il a lancé la longue marche. Écoutez. Mes chers amis, c'est une longue marche que nous allons commencer ensemble au service de la France. J'ai pris du recul, je me suis donné le temps de la réflexion et je vous confesse que j'ai beaucoup pensé à ce que nous avions vécu ensemble. Je ne pouvais pas imaginer vous laisser tomber, je n'en avais pas le droit, puis il faut bien le dire, j'en avais pas du tout envie non plus. Michael, est-ce que c'est pas ce départ en fanfare n'est-il pas prématuré? Moi, je me souviens quand même qu'il y a 55% des Français qui n'ont pas envie de revoir Nicolas Sarkozy revenir sur le devant de la scène politique. Est-ce que les gens n'attendent pas autre chose aujourd'hui? Le retour de Sarkozy avec tout ce qui est en train de se passer, c'est plus un retour, on va dire, en demi-teinte, effectivement, en tout cas qui se veut être dans une forme d'humilité, de calme, et non pas être tonitruant, plutôt qu'en fanfare, parce que justement, Nicolas Sarkozy est très conscient qu'il y a ce sujet, cette question de la saturation à éviter, et que sa situation, son rapport aux Français est encore très sensible, très fragile. Les 200 000 militants de l'UMP sont absolument enthousiastes, ils veulent Nicolas Sarkozy à la tête de l'UMP, et c'est d'ailleurs toute l'ambiguïté de son positionnement, c'est-à-dire qu'en fait, il va certainement être président de l'UMP, même si donc Bruno Le Maire et Mariton feront un petit score. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il sait qu'il a un enjeu vis-à-vis des Français, et là, du coup, il fait quand même attention, il fait quand même beaucoup plus attention qu'on imagine. D'abord parce qu'il y a une résistance assez forte aussi au sein de sa famille politique, on va en parler, par rapport à son retour. Il pensait que tout allait tout d'un coup se décanter et changer dès qu'il allait arriver. Tout le monde allait se remettre autour de lui, ce qui n'est pas le cas. Il n'est pas attendu, loin finalement. de cas. Il n'a pas que des amis. Il a attendu, mais pas exactement comme il pensait. Donc effectivement, notamment des François Fillon, des Alain Juppé, et des Xavier Bertrand, qui sont beaucoup plus résistants qu'il ne pouvait l'imaginer face à son retour. Et donc, il gère effectivement cette difficulté, cet atterrissage qu'il doit gérer en douceur. Alors, justement, pendant ce meeting, il a aussi évoqué François Hollande, qu'il considère un peu comme perdu. On le regarde. Que reste-t-il de l'immense moi président? À mi-mandat présidentiel, c'est sans doute ce que l'on appelle un sans faute. On s'attendait au pire. Au moins de ce point de vue, nous n'avons pas été déçus. Est-ce qu'on est dans le timing réel? On est quand même à 2 ans et demi de l'élection présidentielle. Pourquoi maintenant? Parce qu'il ne pense qu'à l'élection présidentielle. En fait, qu'est-ce qu'il fait là-bas? La difficulté du retour de Nicolas Sarkozy, c'est de faire croire que son grand désir, c'est de diriger l'UMP, alors que son grand projet, c'est plutôt de redevenir président de la République. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? D'abord, c'est intéressant. Il commence toujours, ça fait 2 fois qu'il commence aussi cette intervention, avec donc cette évocation du fameux débat. Ça veut dire qu'il reprend le débat là où il a laissé, parce que c'est ce jour
jour-là qu'il a arrêté, Il a qu'il a perdu, posé les il a armes, perdu le qu'il a débat. laissé tomber. Et du coup, il est sorti de là, il rumine depuis 2 ans et demi ce moment, qu'est-ce qu'il aurait pu répondre, qu'est-ce qu'il aurait dû répondre. Mais alors parce qu'il donc avait c'est laissé uniquement tomber. personnel, Ça, il c'est n'a la pas première- forcément envie d'y aller. C'est un politique désir et de revanche. personnel. C'est un désir de revanche. C'est pas vraiment cela, c'est un désir de dire je vais maintenant reprendre la place parce que François Hollande considère donc Nicolas Sarkozy est tellement mauvais que même moi qui ai été rejeté, je serai à nouveau accepté. Ça, c'est le défi. La deuxième chose très intéressante, c'est qu'en réalité, il revitalise François Hollande. Il en refait une cible. Il le revitalise. Il le redésigne. En politique, il faut un ennemi. Le bonheur, c'est d'être désigné. Le pire malheur en politique, c'est l'indifférence. Imaginez-vous s'il avait passé un discours sans parler de François Hollande. En fait, François Hollande est redevenu une cible politique. Et donc, du coup, un adversaire. Et c'est bon pour lui. C'est bon pour Hollande. Je dirais, à la limite, c'est bon pour la démocratie parce qu'il retend le clivage droite-gauche. Il remet le débat. Mais c'est ce que c'est perdu parce que tout le monde disait la quoi. gauche aussi qui va pouvoir cibler Sarkozy. Oui, mais justement, c'est intéressant. À gauche, ils disent on en a marre de voir sans arrêt les informations et les chroniques tourner autour de nos bisbilles internes. Maintenant, enfin il y a quelqu'un sur le ring. Enfin, on va pouvoir se rebattre. Et regardez, les manifestations recommencent, la manif pour tous, la droite se remobilise. La gauche est très contente de voir. L'opinion publique ne veut pas ça. L'opinion publique ne veut pas ça. Mais là, on ne parle pas d'opinion publique, on parle de la politique. Les gens n'en veulent qui pas. souvent n'a pas grand-chose à voir avec l'opinion publique. Mais en l'occurrence, là, on est bien sur des jeux politiques de repositionnement. Est-ce que son véritable ennemi à l'intérieur de la droite, finalement, c'est quand même pas Alain Juppé, l'homme qui est posé, calme. Les Français se retrouvent en grande partie en lui par rapport à ceux qu'ils appellent Sarkozy l'excité. Vous dites que les Français se retrouvent en lui, est-ce que c'est pas par défaut ? Bon, en tout cas, peut-être que c'est effectivement parce qu'il y a le sentiment qu'il n'y a pas grand monde. Mais en même temps, ce qui est intéressant avec Alain Juppé, c'est que tout ce qui était des défauts deviennent des qualités. Avec le temps, qu'il eût cru. Il a même récupéré le prix de l'humour politique. Alors là, vraiment, ça c'est drôle. Décerné par les journalistes, qu'il a quand même cogné pendant des années, encore plus étonnant. Mais parce que aussi, il a fait montre d'un véritable sens de l'autodérision. Quand il dit, effectivement, personne n'est jamais mort en politique, regardez-moi. Et les gens se disent... Il a même été le fusible de Jacques Chirac pour certaines affaires. Les gens se disent, oh là là. Et dernière information, il a introduit même la zizanie au sein du couple Chirac, puisque Bernadette soutient Sarkozy et Jacques Chirac vient de prendre parti pour Alain Juppé. Il faut prendre au Juppé. sérieux Jacques Chirac, parce que Jacques Chirac, en juin 2011, nous avait dit... Oui, mais sa voix compte. Tout de même, c'est un ancien président. C'est une voix symbolique très forte. Ouais. Tout est politique. Tout de suite, Mahmoud Abbas et Benyamin Netanyahou, la guerre des mots. Nous sommes en pleine guerre des mots entre Benyamin Netanyahou et le chef de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas. Semaine dernière, réquisitoire de Mahmoud Abbas qui accuse Tsahal de génocide. Le mot a été prononcé suite aux frappes de cet été. 3 jours après, réponse de Benyamin Netanyahou à la tribune des Nations Unies. On l'écoute. Visiblement, ils ne comprennent pas que l'État islamique et le Hamas sont des branches du même arbre empoisonné. L'État islamique et le Hamas partagent une croyance fanatique qu'ils cherchent tous les deux à imposer, bien au-delà des territoires qu'ils contrôlent. Donc là, on est dans un jeu de questions-réponses. Que cherche Abbas déjà je vous l'ai dit tout à l'heure, Abbas cherche à radicaliser son discours parce que pour exister, il a besoin de ça. Parce qu'encore une fois, le Hamas, l'histoire de la coalition, de la réconciliation entre le Hamas et le Fatah de Mahmoud Abbas, entre nous, c'est que du feu. Et ça n'a jamais véritablement existé. Il y a toujours eu une forme de combat, de haine entre Mahmoud Abbas et les leaders du Hamas. Donc aujourd'hui, il a besoin de ça pour exister. Il se dit peut-être qu'on va me pousser davantage pour jouer ma carte face au Hamas. Mais en même temps, ce qu'il a dit l'autre jour, mais c'est inacceptable. Mais là, il n'est pas contre le Hamas. Non, mais il est sur la même ligne. Ce qu'il a dit l'autre jour, il accusant Tsahal de génocide, mais j'hallucine quelque part. Le génocide, alors qu'on sait que le Hamas... C'est de la politique, vous non, mais d'accord, dans ce piège. Attendez, on ne peut pas tomber dans ce piège. Parce que moi, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est un extrême. C'est un extrême. Le fait que, justement, Mahmoud Abbas pousse les mots de cette manière-là et hausse le ton de cette manière-là montre l'importance du gouvernement d'union nationale parce que, justement, il cherche à récupérer la rue. Mais il cherche à récupérer la rue. Attendez, le Hamas... Il cherche deux choses, à mon avis. Il
n'accepte pas le terme de génocide. Il n'est pas acceptable. Mais en même temps, en tant qu'observateur politique, il faut se dire pourquoi le mot a été prononcé. Pourquoi le mot a été prononcé. Parce qu'il était discret jusqu'à présent, Mahmoud Abbas. C'est l'homme des concessions. C'est l'homme des concessions à la base. C'est l'homme des concessions, comme Arafat était aussi l'homme des concessions. Ah non, c'était pas le même profil. Attendez, chacun joue sa partition. Arafat et Abbas sont l'homme des perrons surtout. Ils sont baladés dans le monde entier et ils n'ont pas d'influence dans leur Je dis simplement, je reviens sur le terme de génocide. Quand on sait que le Hamas a pris en otage une grande partie de sa population en les mettant dans les mosquées où il y avait des lance-missiles et tout, franchement, on a la mémoire courte. Ça ne fait pas débat. Je ne conteste pas ce que vous dites. La question, c'est pourquoi ce mot est-il utilisé maintenant? Parce que je pense qu'il veut sensibiliser l'opinion publique internationale. Il y a l'enjeu de récupérer l'opinion du Hamas dans la rue, de pouvoir récupérer parce qu'il est en danger. Vous croyez que les gens de la rue n'en ont pas marre de la guerre? Mais évidemment, la guerre, c'est la guerre. Mais Magaza. Mais tout le monde en a marre de la guerre. Je pense que les gens ont envie de vivre autrement. J'ose penser que la guerre, c'est pas un système de vie. Simplement, je pense que Netanyahou a raison quand il dit, en effet, la déclaration qu'il a faite à l'ONU, que le Hamas, à un certain degré, ça n'a rien à voir avec l'État islamique, mais ce sont quand même les deux branches d'un arbre empoisonné. Un qui ne veut pas reconnaître le droit d'existence d'Israël, l'autre qui décapite et qui tue. Enfin, c'est franchement... Donc pour vous, c'est la même chose, Christian, État islamique et Hamas. C'est la même chose à différents degrés. Le Hamas ne reconnaîtra jamais le droit à l'existence d'Israël, que ça soit clair, donc on sait que c'est bien identifié. C'est marrant, on disait ça à l'OLP il y a 25 ans. Non mais attendez, on voit bien qu'on n'avance pas depuis les accords d'Oslo, depuis 1993. Alors justement, Oslo, alors là c'est complètement terminé. Oslo is dead, Oslo est mort. Bien longtemps, oui. Mais en même temps, l'État islamique, naturellement, c'est ce qu'il y a de pire. C'est la barbarie à l'État incarné, c'est clair ça. Bon. Mais là-dessus, Netanyahou n'a pas tort. On va croire que je fais du pro-Netanyahou, mais je pense qu'il est lucide par rapport à tout ce qui est en train de se passer à côté de chez lui. Et quand il a fait une erreur à l'ONU, pardonnez-moi, lorsqu'il a assimilé l'État islamique à l'Iran. C'est juste une bêtise. Ça n'a rien à voir. Parce qu'il a mélangé les chiites et la question. Et à la tribune de l'ONU, c'est pas terrible de faire ce genre d'erreur. Il dit que l'Iran menace plus que l'État islamique. C'est vrai ou pas? Parce qu'il considère que l'Iran, avec la bombe atomique, et ça ils l'auront, ça ils vont se la doter, moi c'est le pari que j'ai toujours fait, ils auront la bombe nucléaire, donc ils considère que, comme c'est un régime qui soutient le terrorisme, un régime religieux qui soutient le terrorisme, qu'en effet, ça peut être un vrai danger, qu'ils seront peut-être tentés d'aller bombarder Israël. C'est ce qu'ils pensent. Ça a toujours été sa théorie. Quand il dit que l'Iran est plus dangereux, non, mais quand il dit que l'Iran est plus dangereux que l'État islamique, il envoie aussi un message à tout le monde arabe et aux Émirats en leur disant « je suis avec vous ». Qu'est-ce que je lui ai répondu Obama hier? Nous sommes ensemble. Dans le bureau ovale de la Maison-Blanche, hier, Obama lui a dit cela. Il lui a dit « écoutez, nous, Non, à Netanyahou, parce qu'ils se sont vus hier, ils se sont vus récemment, et il lui a dit on vous soutient dans le combat que vous avez mené contre le Hamas, qui est une organisation terroriste, c'est ce qu'a dit Obama, mais en même temps, ne mettez pas à pied d'égalité, en parallèle, l'État islamique, ça c'est le combat le plus urgent, c'est le combat le plus important, et Obama a voulu faire comprendre à Netanyahou... Il ne voulait pas qu'il y ait d'amalgame. Qu'il ne veut pas qu'il y ait d'amalgame, exactement. Tout est politique, tout de suite, les images de la semaine. Alors, Mickaël, votre image de la semaine, c'est une vidéo. C'est un peu ce que vous appelez le prix de l'humour politique, et c'est à Manuel Valls. Oui, c'est le prix de l'humour politique, mais involontaire, parce qu'en fait, c'est une dame qui se précipite sur Manuel Valls lorsqu'il est en déplacement à Arras la semaine dernière. Vidéo récupérée filmée par le journal La Voix du Nord, et elle évoque un personnage qui vient d'arriver, de revenir sur la scène politique. On écoute, on regarde. Je pense à Sarko quand je vous vois. Non, mais là, vous allez me faire de la peine, là. Non, mais je vous aime bien. On n'a pas le droit. Non, si, il est aussi beau. Il est pas beau. Allez, félicitations. Voilà, il est très drôle, Manuel Valls. Pour ces 6 mois donc, à Matignon, donc il s'est payé un Sarko, il n'est pas beau. En réalité, Manuel Valls essaye aussi, avec un peu de difficulté quand même, de poser un jeu politique au-delà de la gestion de la vie quotidienne à Matignon. Ça, c'est quand même la grande difficulté pour lui. Et depuis maintenant qu'il rentre dans le 2e semestre, voilà, depuis qu'il est à Matignon, après 6 mois, il essaye de montrer qu'il est un Manuel Valls, qui prend le temps, qui s'installe sur la durée. Il est déjà en campagne pour 2017 ? Non, lui, il n'est pas en campagne pour 2017. Il est en campagne pour essayer déjà de sortir pas trop abîmé. Il doit être flatté qu'on le compare à Nicolas Sarkozy quand même. Comment ? Il doit être flatté. Ah non, ça le fatigue. Ah. Il ne supporte pas le fait d'être... La comparaison. C'est la raison pour laquelle, en disant Sarko, il n'est pas beau, il s'envoie un peu des fleurs à lui. Christian, votre image de la semaine, c'est le président turc Erdogan qui veut faire partie de la coalition internationale contre l'État islamique. Je redis ce que j'ai dit il n'y a pas longtemps sur I-24.
c'est-à-dire c'est le bal des faux culs. Monsieur Erdogan, c'est un revirement à 360 degrés. Voilà quand même un monsieur islamiste lui-même, qui jusqu'à présent a fait la part belle au front, à l'État islamique sur son territoire, puisqu'ils avaient des sanctuaires sur son territoire. Je ne dis pas qu'il les a financés comme le Qatar. Et aujourd'hui, maintenant, il voit que ces gens, ça rapproche de la frontière syro-turque, à Kobané, que ça devient un véritable danger pour la Turquie. Alors maintenant, il a décidé d'ouvrir ses bases militaires pour les Américains, qui sont quand même omniprésents dans la région, pour leur permettre d'aller cibler davantage l'État islamique en Syrie et en Irak. Il promet même l'arrivée de troupes sur le terrain. Il y aura peut-être des troupes turques. La décision devrait être prise de façon imminente sur l'envoi de troupes turques qui pourraient aller sur le terrain aider les troupes irakiennes et les peshmerga, c'est-à-dire les combattants kurdes, à la fois en Syrie et en Irak. C'est vraiment une première. Quel revirement! Alors, si ça va dans ce sens-là, c'est parfait. Et à ce moment-là, je pense qu'il a en tête le fait qu'à un moment donné, Obama a réfléchi à l'idée, est-ce qu'on garde la Turquie dans l'OTAN ou pas? Est-ce que c'est un allié fiable? Réponse dans une prochaine émission. Merci Mickaël Darmon, on se retrouve la semaine prochaine. Christian Malard, vous restez avec moi. Seconde partie de Tout est politique avec notre invitée Michèle Alliot-Marie, députée européenne pour l'UMP. À tout à l'heure.